Je ne sais pas si vous avez vu passer cette petite vidéo tournée devant le siège de la chaîne de télévision TV5 Monde où notre merveilleux ministre de l'économie se rendait pour un enregistrement. Dilaté comme jamais, dilaté comme jamais. Mais de quoi ils parlent ces gens? Je vois pas du tout. Bruno Le Maire a ses pudeurs. Eh oui, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Il y a quoi encore? Il y a ce rapport aussi. Ce rapport de l'Inspection générale des finances sur, je cite, le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Que contient donc ce document de si terrible? Il faut savoir qu'en pleine poussée d'inflation, le gouvernement a fait grimper les tarifs des péages autoroutiers de près de 5% en début 2023, alors même que les super profits des entreprises du secteur explosaient. On part du principe que les riches, comme ils ont réussi par eux-mêmes, parce qu'il y a tout derrière, vous savez, tout ce culte du mythe de la réussite individuelle qu'on nous vend depuis des années. Et donc, à partir du moment où vous avez réussi grâce à vous-même, si vous payez vos impôts, c'est que vous êtes très sympathique. Et si vous faites de l'optimisation ou de l'évasion fiscale, c'est compréhensif. Parce que c'est compréhensif, parce que c'est un enfer fiscal pour vous. Et donc, comme vous avez réussi, pourquoi vous payerez pour les autres? À l'inverse, quand on vous donne de l'argent alors que vous avez raté, que vous êtes au chômage, et là, vous avez intérêt à être parfait. Mais dans la réalité, c'est déjà le cas. La fraude sociale, elle est très faible. C'est 800 millions au total. Quand on regarde sur l'ensemble des prestations versées, on est à 1,5% et 88% qui sont retrouvés. Donc c'est vraiment rien du tout. Alors on s'est engagé dans cette action parce que les banques en fait financent très massivement encore l'industrie pétrole, l'industrie du pétrole et notamment le grand pipeline ICOP là, en Afrique de l'Est, donc qui entraîne vraiment des risques de pollution énormes. Le projet ICOP est problématique sur de très nombreux points. D'abord sur l'aspect social, il y a des centaines et des centaines de familles qui ont été déplacés. On a des personnes sur place qui nous racontent des menaces de la part de collaborateurs de Total Energy qui sont sur le terrain. Et puis d'autres ont eu des compensations qui sont extrêmement minimes. En fait, quand on leur retire leurs terres, c'est pas en faisant un chèque de 1 000 $ que toute une famille va pouvoir vivre. Et puis sur le côté climat, le GIEC, l'Agence internationale sur l'énergie le répète. Il ne faut plus aucun nouveau projet d'énergie fossile. Et ce n'est tout simplement pas compatible avec la continuité de la vie sur Terre. On nous fait passer ce gouvernement et cette annonce sur la taxation des riches comme quelque chose de très radical. Moi, je voudrais dire que d'un point de vue d'économiste, l'impôt, c'est pas quelque chose d'extrêmement radical. Enfin, même dire qu'il faut plus taxer, c'est pas très radical. Pourquoi? Pour comprendre ça, il faut comprendre la différence entre deux notions. Une notion, c'est la notion de distribution. C'est comment est-ce que lorsqu'on produit des richesses, on les distribue. Alors notamment dans les entreprises, entre le travail et le capital. Mais il y a une deuxième notion qui est très importante en économie, c'est la redistribution. C'est que parfois on constate que la distribution, elle génère des inégalités. Elle génère de la grande pauvreté. Et que, de toute façon, ce serait quand même bien de financer des investissements publics. Alors, on va imposer pour pouvoir redistribuer. Et en fait, effectivement, ça marche. Parce que ce qu'on appelle habituellement l'État social, l'État-providence, oui. Il y a effectivement une imposition qui est forte en France, mais elle permet beaucoup de réduire les inégalités et de réduire les niveaux de pauvreté. Mais pourquoi c'est pas radical? Et je pense qu'il faut le dire. Taxer les riches, c'est pas un mot d'ordre très radical. Parce qu'en fait, on ne parle pas de l'origine des inégalités. L'origine, elle se trouve dans la production. Et donc, on n'aurait pas besoin de mettre en place des taxes sur les riches si les entreprises étaient dirigées par les gens qui travaillent dedans. Ça, c'est radical pour le coup. Voilà, ça, c'est radical. Le 28 avril, l'agence de notation financière Fitch a rétrogradé la note de la France à AA-. Ce double A, ce sera désormais un double A-, attribué par Fitch, l'une des agences qui évalue la solidité financière d'un État. Fitch ne sanctionne pas la réforme des retraites, il reproche au gouvernement d'être passé en force, abîmant ce qu'il y a de plus précieux pour les marchés financiers, la résignation des peuples, c'est-à-dire la possibilité de leur imposer, dans le calme, de nouvelles réformes structurelles.
On ne peut pas rester dans son quartier, on ne peut pas rester dans son lieu d'études, on ne peut pas rester dans son entreprise. On ne va pas attendre le 6 juin, on ne va pas attendre que les parlementaires décident ou non de sanctionner les 64 ans. Ça fait belle lurette qu'on n'attend rien de leur Conseil constitutionnel, de leur 49.3, de leur Parlement. On sait bien que cette loi, ces deux enfermes qui veulent nous imposer. Cette équivalence qui est faite entre l'extrême droite et une partie de la gauche, avec ce qu'ils appellent l'extrême gauche, elle est non seulement très grave, parce qu'elle dédiabolise complètement l'extrême droite et le danger spécifique de l'extrême droite, mais surtout c'est une incroyable ignorance de l'histoire. Incroyable ignorance. Ce qu'ils appellent l'extrême gauche, qui est en fait la gauche, je veux dire, LFI c'est la gauche, voilà, la gauche c'est le Front populaire, c'est les résistants, c'est les jours heureux, c'est voilà, la fin de la peine de mort, c'est Mitterrand, c'est Mendès France, c'est comment dire, la défense des droits humains. Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni néfaste. Elle est nécessaire, vitale, juste. Elle l'était en 1792, en 1848, en 1870, en 1946, en 1958. Elle l'est encore aujourd'hui. Je ne suis pas sûr du tout que la République, telle que cela représentait Jean Moulin, celle qu'il a servie quand il servait le Front populaire, ait grand-chose à voir avec la République d'Emmanuel Macron. Il est même fort possible qu'elle lui soit tout à fait antithétique et opposée. Là, on a un tour de passe-passe tout à fait typique de la Macronie, avec une certaine perversité, qui consiste à faire comme si la République, ça ne pouvait être qu'une chose, et comme si, historiquement, elle n'avait été que dans un sens. Et alors, on mélange tout. On mélange la République de 1848, qui est démocratique et sociale, qui est écrasée par les forces des propriétaires et qui se transforme en République censitaire, en quelque sorte, 2 années plus tard. On mélange finalement la République sociale que défendaient à nouveau les communards et la République versaillaise qui les a écrasés et qui les a fusillés. Il est évident que parler de République, une fois quand on dit République, en fait, on n'a rien dit. Et on n'a surtout pas dit démocratie. Je rappelle que la Res Publica, au départ, c'est le système de Rome. Rome n'est absolument pas une démocratie. Rome est au contraire une société dans laquelle les ordres sociaux sont cloisonnés et dans laquelle il n'y a évidemment aucune égalité. On voit très clairement que les régimes qui sont identifiés comme les dictatures sont les régimes identifiés par les États-Unis comme les ennemis des États-Unis. Dans ce livre, j'ai également pour objectif de déconstruire cette binarité, non pas seulement pour la connaissance, mais aussi parce que cette production de l'ignorance des dictatures nous mène à la guerre. Et je pense que ça a joué un rôle également dans la guerre en Ukraine, même si évidemment la responsabilité incombe à Vladimir Poutine, mais enfin, il y a dans cette démarche d'identification d'un axe du mal, d'une lutte entre régime autoritaire et démocratie, il y a une dynamique qui nous emmène tous collectivement vers la guerre.